John Holt essuya la sueur de ses mains et regarda l'horloge au-dessus de sa salle de classe à l'atelier de menuiserie, 3h15. Cass allait bientôt sortir de l'école. Impatient de fêter ses 7 ans, John avait passé la matinée à découper des joints précis pour la table à manger. Il construisait un ouvrage qui exigeait de la concentration, le genre de travail qui lui permettait de garder l'esprit vif après 15 ans passés à combattre les incendies. Le trajet dura 12 minutes à travers les rues sinueuses d'Asheville. John s'engagea dans leur allée et vit les voitures des voisins déjà alignées le long du trottoir. Par la fenêtre de la cuisine, il aperçut des ballons et entendit des rires d'enfants. Papa Cass courut vers lui lorsqu'il entra par la porte de derrière. « Regardez ce que maman avait préparé. » Le gâteau au chocolat était posé sur le comptoir, 3 étages de haut, avec un glaçage bleu qui formait « Joyeux 7 ans ». Mina se tenait à côté, lissant sa robe. Elle était parfaite, comme toujours. « Magnifique travail », dit John en l'embrassant sur la joue. Son parfum sentait différent aujourd'hui, quelque chose de nouveau. « Les enfants sont dans le jardin », dit Mina. « J'allais justement apporter le gâteau. » John regarda par la porte coulissante envers cet enfant se courir après autour de leur balançoire en bois. Cassa se faisait facilement des amis depuis leur arrivée à Asheville 2 ans plus tôt. Le garçon était sensible, peut-être trop, mais il était intelligent, toujours à l'écoute, toujours à l'affût. « Prêt pour le gâteau » cria Mina en portant le plateau. Dehors, les enfants se rassemblèrent autour de la table de pique-nique. John se tenait derrière Cass et ils chantèrent « Joyeux anniversaire ». Le visage de son fils rayonnait de joie. C'était l'essentiel, la stabilité familiale, la vie que John s'était construite après avoir quitté les pompiers. Cass souffla les bougies. Mina coupa de généreuses parts et les distribua sur des assiettes en carton décorées de super-héros. John remarqua qu'elle avait donné à Cass un morceau extra large du centre. « C'est tellement bon, Madame Holt, dit Tommy d'un accent grave côté. « Merci, ma puce, rayonna Mina. J'ai utilisé une recette spéciale. » John mordit dans sa propre part, riche en chocolat, parfaitement moelleuse. Mina avait toujours été douée en cuisine. Entre autres choses, il regarda Cass dévorer son morceau avec l'enthousiasme que seul un enfant de 7 ans pouvait avoir. Point. 20 minutes plus tard, Cass laissa tomber sa fourchette en plastique. « Papa » sa voix semblait étrangement faible. John regarda. Cass se tenait le ventre, le visage pâle. « Je ne me sens pas bien. »« Quel genre de bien ?» Jean s'agenouilla à côté de la chaise de son fils. « J'ai mal au ventre et j'ai une drôle de sensation au cœur. » John posa sa main sur le front de Cass. Pas de fièvre, mais la peau du garçon était moite. « Allons vous faire entrer. » Alors que John aidait Cass à se lever, les jambes du garçon fléchirent. John le surprit en train de sentir le corps de son fils trembler. Mina, elle, apparut instantanément à ses côtés. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « Il est malade. »« Regarde-le. » Les lèvres de Cass avaient pris une teinte bleue. Sa respiration était courte et rapide. « Peut-être qu'il a mangé trop de gâteaux, » suggéra Mina. John souleva Cass dans ses bras. Le garçon se sentait léger, trop léger. Ce n'est pas à cause d'une alimentation excessive. Quelque chose ne va pas. Cass se mit à trembler violemment. Ses yeux se révulsèrent, devenant blancs. « Appelez les urgences » ordonna John en se dirigeant déjà vers la porte d'entrée. « Dites aux autres parents de ramener leurs enfants à la maison. » Le pick-up de John était garé dans l'allée. Il avait conduit suffisamment d'appels d'urgence pour que le temps ne compte plus. L'hôpital était à 8 minutes s'il poussait. Cass convulsa sur le siège passager, son petit corps figé contre la ceinture de sécurité. John appuya plus fort sur l'accélérateur, ses jointures blanches sur le volant. Dans son rétroviseur, il vit la voiture de Mina le suivre, mais elle conduisait lentement comme si elle avait tout le temps du monde. Les portes des urgences s'ouvrirent tandis que John portait son fils à l'intérieur. « J'ai besoin d'aide. Mon fils s'est effondré à sa fête d'anniversaire. » Une infirmière accourut avec un fauteuil roulant. « Quels sont ses symptômes ? » Convulsions, difficultés respiratoires. Ses lèvres devinrent bleues. Ils emmenèrent Cass dans une salle de soins. John arpenta le couloir tandis que le personnel médical s'affairait par la fenêtre. Il les regarda brancher des moniteurs, 4 vérifiant les signes vitaux. Un bip continu de machine emplit l'air. Le docteur Patel émergea 30 minutes plus tard, l'air sérieux. « Monsieur Holt, je suis le docteur Patel. Votre fils est stable maintenant,
mais je dois vous poser quelques questions. Que lui est-il arrivé? Son rythme cardiaque était dangereusement irrégulier à son arrivée. Nous avons également noté une décoloration et les convulsions que vous avez décrites. Elle marqua une pause. Elles ne correspondent pas à de simples maux d'estomac ou à une allergie alimentaire. La poitrine de John se serra. Que dites-vous? Dites-vous que vous ne savez vraiment pas ce que c'est? Les yeux sombres du docteur Patel scrutèrent son visage, car ces symptômes suggèrent une exposition à un type spécifique de toxine. La voix de John se brisa. Quel genre de toxine? Nous avons prélevé du sang pour un bilan toxicologique complet. Nous devrions avoir les résultats d'ici quelques heures. Les portes automatiques s'ouvrirent bruyamment. Mina entra. Son maquillage était toujours parfait, pas un cheveu de travers. Elle avançait d'un pas calme, vérifiant son téléphone en s'approchant. « Comment va-t-il » demanda-t-elle. « Où étiez-vous » La voix de John était plus sèche qu'il ne l'aurait voulu. Je devais nettoyer le désordre de la fête et m'assurer que tous les enfants soient rentrés sains et saufs. Mina lui toucha le bras. Vous savez combien les parents s'inquiètent. Le docteur Patel les regarda tour à tour. Madame Holt, je dois vous poser des questions sur les activités de votre fils aujourd'hui. Qu'a-t-il mangé? A-t-il joué dans des endroits inhabituels? Juste de la nourriture normale pour une fête d'anniversaire, un gâteau, du jus, des chips. Et votre jardin? Y a-t-il des plantes ou des produits chimiques qu'il aurait pu manipuler? Mina secoua la tête. Je garde un jardin très propre. Tout est en sécurité. John observa le visage de sa femme pendant qu'elle parlait. Quelque chose dans son ton le dérangeait, mais il ne parvenait pas à dire quoi. Nous en saurons plus lorsque les résultats des analyses sanguines seront disponibles. Le docteur Patel dit, pour l'instant, il doit passer la nuit en observation. John passa la nuit dans le fauteuil d'hôpital à côté du lit de Cass. Son fils dormait par à-coups, pleurant parfois dans ses rêves. Mina était rentrée chez elle vers minuit, prétextant avoir besoin de repos pour s'occuper de ses affaires le lendemain matin. Rowan Fitch arriva à l'aube avec du café et des beignets rachetés au magasin du centre-ville. J'ai entendu ce qui s'est passé, dit Rowan en s'installant dans le fauteuil visiteur. Comment va le petit homme? Ils font des examens. Rowan était le meilleur ami de John depuis leur arrivée à Asheville. En tant qu'ambulancier, il comprenait mieux que quiconque l'aspect médical des urgences. Ils s'étaient rencontrés lorsque John avait commencé à enseigner au lycée et que la fille de Rowan était dans son cours de menuiserie. À quel genre de test le médecin toxicologue pense-t-il avoir été exposé? L'expression de Rowan devint sérieuse lors d'une fête d'anniversaire. C'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Le docteur Patel frappa à la porte. Monsieur Holt, puis-je vous parler en privé? John la suivit dans le couloir. Rowan arriva également, se présentant comme un ami proche de la famille et expliquant son parcours médical. Le sang était prélevé. Retour. Le docteur Patel dit, votre fils a une toxicité liée à la teinture. Doxin. Rowan fronça les sourcils. C'est exactement un médicament pour le cœur. Mais surtout, c'est le composé actif présent dans la digital perparia. John sentit le monde basculer. La digital est extrêmement toxique, surtout pour les enfants. La concentration dans le sang de votre fils était suffisamment importante pour provoquer des irrégularités cardiaques et des symptômes neurologiques. Comment a-t-il pu y être exposé? Demanda John au médecin. L'expression de Patel était grave. Ce composé n'apparaît pas dans un gâteau par accident. C'était préparé. Les mots frappèrent John comme un coup de poing, préparé. Quelqu'un avait délibérément mis de la digitale dans le gâteau d'anniversaire de son fils. Vous dites que quelqu'un a empoisonné mon fils. Je dis que la toxine n'est pas arrivée. Naturellement, nous sommes tenus de signaler cela aux autorités. L'esprit de John s'emballa. Qui voulait son plâtre? Qui avait accès au gâteau? Rowan le prit à part. John, je sais que c'est dur à entendre, mais tu dois réfléchir à qui était là. Gâteau avant la fête. John connaissait déjà la réponse. Mina était restée seule dans la cuisine toute la matinée. Elle avait préparé le gâteau elle-même, l'avait coupé elle-même, l'avait servi elle-même. Mais pourquoi? Quelle raison pouvait-elle bien avoir? J'ai besoin de voir mon fils, dit John de retour dans la chambre. Cass était réveillé, picorant le petit déjeuner de l'hôpital. Papa, quand est-ce que je peux bientôt rentrer?
Mon pote, comment vas-tu? Mais j'ai fait des rêves effrayants. John s'assit au bord du lit. Quel genre de rêve? Cass regarda vers la porte puis chuchota à propos de l'homme dans notre garage. Le sang de John se glaça. Quel homme? Celui à qui maman parle parfois quand on est au travail. Les pièces du puzzle commencèrent à se mettre en place, mais John garda une voix calme. À quoi ressemble cet homme? Grand, il a les cheveux noirs et des muscles comme toi, mais son regard est méchant. Maman t'a-t-elle dit de ne pas parler de cet homme? Cass acquiesça solennellement. Elle dit, c'est un secret, mais les secrets me font mal au ventre maintenant. Ce soir-là, après le retour de Mina, John s'assit seul avec Cass, le garçon, coloriait un livre. Rowan avait sorti sa petite langue, concentré. Cass, peux-tu m'en dire plus sur l'ami de maman? Cass posa son crayon. Tu ne seras pas fâché. Je ne te serai jamais en colère. Maman a dit que je ne devrais pas te parler de l'homme qu'elle embrasse dans le garage. Les mots ont retenti comme des coups de marteau. Jean s'est forcé à respirer normalement pour garder une expression neutre. Cass l'observait attentivement, à la recherche de signes de colère ou de déception. Quand est-ce que ça arrive? Après l'école, parfois, quand on est encore au travail, elle me dit d'aller dans ma chambre et de regarder la télé. Mais on peut voir le garage depuis sa fenêtre. Cass a hoché la tête. Je ne veux pas espionner, mais parfois je les entends parler fort. De quoi parle-t-il? Je ne connais pas tous les mots, mais la semaine dernière, l'homme a dit quelque chose comme quoi j'étais un problème et maman a dit qu'elle s'en occuperait. Les poings de John se sont serrés sous la couverture, gère-le. Il y a une semaine, puis hier, Cass a été empoisonné. Maman a-t-elle dit autre chose à propos des secrets à garder? Elle m'a dit que certains secrets sont de bons secrets, comme les fêtes surprises, mais que d'autres sont des secrets d'adultes dont les enfants n'ont pas à s'inquiéter. Quel genre de secret d'adulte est-ce là? La voix de Cass se réduisit à un murmure. Elle dit, si je te parlais de son ami, ça te rendrait très triste et tu partirais peut-être comme le père de Tommy. John tendit la main et prit celle de son fils. Écoute-moi, Cass, je ne te quitterai jamais, jamais. Et tu as bien fait de me le dire. J'avais peur de le dire à cause de ce qui s'est passé à ma fête. Que veux-tu dire? Maman disait que si j'étais sage et que je ne parlais pas de son ami, ma fête serait parfaite. Mais je suis quand même tombé malade. La chronologie se cristallisa dans l'esprit de John. Cass avait été témoin de la liaison de Mina. Elle avait essayé de le faire taire par des promesses et des menaces. Face à l'échec, elle avait tourné à quelque chose de bien plus sinistre. Sa femme avait empoisonné leur fils pour protéger son secret. John embrassa le front de Cass. Tu es le garçon le plus courageux que je connaisse et tu es en sécurité maintenant. Mais même en prononçant ces mots, John savait la vérité. Cass ne serait en sécurité que lorsque Mina serait arrêtée. L'arrêter nécessiterait plus que des accusations. Il faudrait des preuves. John ramena Cass à la maison le lendemain après-midi. Le garçon semblait fragile, restant près de John. Alors qu'il franchissait la porte d'entrée, Mina attendait dans le salon, le visage exprimant une inquiétude maternelle. « Mon bébé » dit-elle en tendant la main vers Cass. « Comment vas-tu » Cass accepta le câlin, mais ne le lui rendit pas avec son enthousiasme habituel. Jean observa attentivement l'interaction, remarquant la tension des épaules de son fils. « Le médecin dit qu'il a besoin de repos, » dit John. « Et nous devons surveiller d'éventuels symptômes récurrents. » Bien sûr, j'ai libéré mon emploi du temps pour m'occuper de lui. John hocha la tête, gardant une expression neutre. Je travaillerai au garage ce soir. Je dois terminer cette commande de placard. Ne travaille pas trop tard, dit Mina, reportant déjà son attention sur Cass. L'atelier du garage de John était séparé du garage principal où il garait les voitures. C'était son sanctuaire, rempli d'outils manuels et de meubles à moitié finis, mais ce soir, il servirait à autre chose. Il attendit la fin du dîner, que Cass soit au lit et que Mina regarde ses émissions du soir. Puis il se glissa dans le garage et commença son vrai travail. Le téléphone de Mina était en charge sur le comptoir de la cuisine. John l'avait vu saisir le code d'un nombre incalculable de fois le jour de l'anniversaire de Cass en quelques minutes, il désactiva sa sauvegarde automatique sur le cloud et copia ses données sur son ordinateur portable. Mais les téléphones pouvaient être effacés. Il avait besoin de quelque chose de plus permanent pour moi et leur placard de chambre. Il trouva le vieil iPad de Mina caché derrière une pile de pulls.
Elle était passée à un modèle plus récent des mois auparavant et avait oublié celui-ci. John l'alluma, toujours connecté à son compte Apple, synchronisant toujours ses emails et ses photos. Il l'emporta dans son atelier et le connecta à son ordinateur portable, installant une application de synchronisation qui reproduisait tout sur son disque dur, chaque email, chaque photo. Chaque entrée de calendrier était désormais automatiquement copiée sur son ordinateur. Puis il rangea l'iPad dans le placard et se remit à poncer les portes des placards jusqu'à minuit le lendemain matin. John prépara du café et des œufs brouillés pendant que Mina prenait sa douche. Lorsqu'elle descendit, il lisait le journal local. « Comment as-tu dormi ?» demanda-t-elle en versant du café dans sa tasse préférée. « Très bien. Je n'arrêtais pas de surveiller Cass. Je suis toujours très inquiète de ce qui s'est passé. » J'enleva les yeux du rayon sport. Le médecin dit que la toxicologie a révélé la présence d'une substance appelée digoxine, issue d'une plante appelée digitale. La main de Mina resta immobile sur une cafetière pendant une seconde, mais John la remarqua. La digitale, je n'en avais jamais entendu parler. Apparemment, c'est assez courant dans les jardins du coin, elle pousse parfois à l'état sauvage. C'est étrange. Mina était assise en face de lui. Je me demande où il a bien pu y être exposé. John plia le journal. C'est ce à quoi je pense sans cesse. Pendant les 3 jours suivants, John conserva sa routine habituelle. Il alla travailler, rentra à la maison, donna un coup de main. Cass faisait ses devoirs et dînait en famille. Mais chaque soir, une fois tout le monde couché, il consultait les données diffusées sur son ordinateur portable. Les emails dressaient un tableau clair. Mina correspondait avec un certain Ellis Brantley depuis 4 mois. Les messages étaient initialement professionnels. Ellis dirigeait un centre d'entraînement tactique en périphérie de la ville et l'avait contacté pour organiser un événement. Mais le ton a rapidement basculé vers le flirt, puis vers des échanges explicites. Les photos étaient pires, Mina et Ellis dans leur chambre, dans la cuisine, dans le garage des photos prises pendant que John était au travail et Cass à l'école. Les horodatages montraient que la liaison s'était intensifiée ces dernières semaines, mais ce sont les entrées du calendrier qui ont retourné l'estomac de J. Tous les mardis et jeudis, Mina avait réservé des créneaux pour des rendez-vous personnels. C'étaient les jours où elle disait à John qu'elle faisait des courses ou retrouvait des amis. L'entrée la plus récente, datée de la veille de la fête de Cass, disait simplement « Gérer la situation en mer ». John a trouvé Rowan à la caserne des pompiers pendant sa pause déjeuner. Son ami réapprovisionnait l'unité de secours, vérifiant les fournitures avec méthode. Précision à 1 minute. John demandait toujours « Comment va Cass ?» Mais je dois te poser une question confidentielle. Rowan ferma l'armoire à provisions et accorda toute son attention à John. Que se passe-t-il? Cette analyse de sang de l'hôpital, le DIG, y a-t-il un moyen de retracer son origine? Peut-être. Pourquoi demandes-tu cela? John avait hésité à dire quoi que ce soit à Rowan. Son ami était digne de confiance, mais c'était un terrain dangereux. Pourtant, il avait besoin de l'aide d'une personne ayant des connaissances médicales. Je pense que quelqu'un a délibérément empoisonné mon fils. L'expression de Rowan assombrit John. C'est une accusation grave, je sais, mais le timing est incohérent. Il a été en bonne santé toute la journée, puis est tombé malade juste après avoir mangé un gâteau auquel seule Mina avait accès. Tu as parlé à la police? Pas encore. J'ai besoin de plus que des soupçons. Rowan resta silencieux un instant, réfléchissant à ce qui pourrait être. J'ai prélevé les échantillons du vomi de Cass lors de sa première visite en procédure standard, mais il pourrait encore être au laboratoire. Pourrais-tu les tester à nouveau? Chercher des traces de la substance végétale? On pourrait le faire passer dans notre système. S'il y a des particules de digital, on pourrait les identifier. Combien de temps cela prendrait-il? 1 jour ou 2? Mais, John, si le résultat est positif, je serai sûr. Et après? John croisa le regard de son ami. Alors je ferai en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Le lendemain soir, Rowan appela pour lui donner les résultats. Tu avais raison, dit-il sans préambule. Il y avait des fragments de digital dans le contenu de l'estomac, des matières végétales mélangées à autre chose, un produit à base de chocolat. John ferma les yeux. Cette confirmation lui fit l'effet d'un coup de poing au ventre, même s'il s'y attendait. Il y a autre chose, continua Rowan. J'ai vérifié auprès de la Société botanique. La digitale poussait à l'état sauvage dans votre région,
mais la majeure partie a été défrichée lors de la construction de votre lotissement. Il n'y a qu'un seul endroit. Elle pousse encore naturellement à moins de 8 km de votre maison, là où se trouve l'ancienne propriété Miller. Elle jouxte ce centre d'entraînement tactique. Brantley Défense Solutions, Ellis, Brantley le nom de les emails de Mina Rowan. J'ai besoin que vous documentiez tout. Conservez des copies des résultats de laboratoire, des échantillons, tout. John, que comptez-vous faire? Je vais l'arrêter avant qu'elle ne réessaie. L'inspecteur Cal Turman avait 23 ans d'expérience dans la police d'Asheville. John l'avait déjà rencontré une fois lors d'une présentation sur la sécurité scolaire. Cet homme était méthodique, méfiant de nature et connu pour monter des dossiers solides. John était assis en face de lui dans le petit bureau de l'inspecteur. Un dossier en papier craft était posé entre eux. Monsieur Holt, vous portez de graves accusations. Je comprends que vous disiez que votre femme a tenté d'empoisonner votre fils pour dissimuler sa liaison. Je dis le contraire, et je vais le prouver. John a ouvert un dossier et y a étalé des emails imprimés, des photos et des rapports de laboratoire. Il a expliqué la chronologie à Turman méthodiquement, comme s'il construisait un meuble. Chaque joint devait être parfait. La toxicologie révèle une intoxication à la digoxine. Les résultats de laboratoire confirment la présence de digital dans son estomac. Ma femme avait un accès exclusif au gâteau et elle a une liaison avec un homme dont la propriété est infestée de digital. Turman a examiné attentivement les documents. Comment avez-vous obtenu ces courriels et ces photos? Ils étaient en train de se loger dans un vieil appareil chez nous, qu'elle avait oublié. Obtenu légalement et, oui, avec un enfant? Serait-il prêt à témoigner sur le fait d'avoir été témoin de la liaison si nécessaire? Mais je préfère le tenir à l'écart si possible. Turman s'est adossé à sa chaise. Le problème est le mobile. Pourquoi risquerait-elle d'empoisonner son propre enfant juste pour cacher une liaison? Le divorce est compliqué, mais ce n'est pas un crime. John s'était posé la même question, mais il s'était souvenu d'un souvenir de leur thérapie de couple des années auparavant, à l'époque où ils avaient traversé une période difficile après leur déménagement à Asheville. Il y a autre chose. Mina a l'habitude de réagir de manière extrême lorsqu'elle se sent acculée. Il y a 3 ans, elle a menti à mon employeur en disant que je l'avais frappée lorsque je l'ai menacée de la quitter parce qu'elle ne travaillait pas. Elle a inventé des bleus avec du maquillage et tout. Y a-t-il eu un rapport de police? Non, mon directeur m'a convoqué pour un entretien. Et j'ai pu le prouver. J'étais à Charlotte ce week-end-là pour une conférence, mais cela m'a montré de quoi elle était capable lorsque Turman, désespéré, prenait des notes sur un bloc-notes, continuant d'empoisonner un enfant. Elle est à nouveau désespérée. Cette fois, les erreurs sont plus nombreuses. Si j'apprenais la liaison et demandais le divorce, elle perdrait la garde à cause de son comportement. Cass est le seul témoin de ce qu'elle a fait. Vous pensez donc qu'elle essayait de le tuer? Je ne sais pas, peut-être juste de le rendre suffisamment malade pour nuire à sa crédibilité ou l'effrayer, et qu'elle reste silencieuse. Turman a réexaminé les photos. Il nous en faut plus. Ce sont des preuves indirectes. Un bon avocat de la défense les démontrait. Quel genre de preuves plus directes? Un enregistrement de ses aveux, quelque chose qui prouve l'intention? John hocha la tête. Il se doutait que ce serait la réponse. Pouvez-vous l'obtenir? Turman a demandé, je peux essayer, monsieur Holt. Je dois être clair, si vous essayez d'enregistrer votre femme, vous devez être très prudent dans votre façon de procéder. La Caroline du Nord est un état de consentement unilatéral, ce qui signifie que vous pouvez enregistrer les conversations auxquelles vous participez, mais que vous ne pouvez pas placer d'appareil d'enregistrement caché pour capturer les conversations entre autres personnes. Je comprends, et si vous vous trompez, je ne me trompe pas. Turman a rassemblé les documents et les a remis dans le dossier. Je vais lancer une enquête préliminaire discrètement, mais je vous demande d'être prudent. Si votre femme est capable d'empoisonner un enfant, elle est capable de s'en prendre à elle si elle se sent menacée. John s'est arrêté à Radio Shack en rentrant de l'école. L'enregistreur vocal numérique était suffisamment petit pour tenir dans l'ours en peluche de Cass et pouvait enregistrer 8 heures d'audio avec une seule charge de batterie. Ce soir-là, pendant que Mina préparait le dîner, John emmena l'ours dans son atelier avec un cutter. Il ouvrit une petite couture dans le dos et inséra l'appareil, puis le referma avec un fil assorti à la fourrure marron, Cass. Il appela, viens ici une minute. Son fils apparut dans l'embrasure de la porte, se déplaçant encore prudemment, se remettant de l'empoisonnement. J'ai réparé le bras de Monsieur Ours.
Où ça se détachait, dit John en lui tendant la peluche. Mais j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Quoi? Garder Monsieur Ours avec toi tout le temps, surtout quand maman vient te parler à l'heure du coucher. Cass serra l'ours plus fort dans ses bras. Pourquoi? Jean s'agenouilla pour regarder son fils dans les yeux. Parce que je veux m'assurer que tu es en sécurité et Monsieur Ours va m'aider à le faire. Maman va-t-elle avoir des ennuis? La question brisa le cœur de John. Un enfant de 7 ans ne devrait pas avoir à s'inquiéter que sa mère soit dangereuse. Je ne sais pas, mon pote, mais quoi qu'il arrive, tu seras en sécurité, je te le promets. Cette nuit-là, John écouta depuis le couloir Mina border Cass. Leur conversation semblait normale. Elle lui lut une histoire, l'embrassa sur le front, lui dit qu'elle l'aimait. Mais la nuit suivante fut différente. John récupéra l'ours le lendemain matin pendant que Cass était à l'école et Mina à l'épicerie. Il transféra le fichier audio sur son ordinateur et mit un casque. L'enregistrement était clair. Après la routine habituelle du coucher, il y eut un silence de 20 minutes. Puis la voix de Mina, plus douce que d'habitude. Cass, es-tu réveillé? Oui, maman, j'ai besoin de te parler de quelque chose d'important, de garder des secrets. Je connais bien les secrets, parce qu'on a un secret très spécial, n'est-ce pas? À propos de l'ami de maman qui vient nous rendre visite. Papa m'a demandé de ses nouvelles. John en eut le souffle coupé. Il augmenta le volume. Que as-tu dit à papa? Rien. J'ai gardé le secret. Comme il l'a dit, c'est mon bon garçon. Mais, Cass, c'est très important. On ne parle pas de l'ami de maman, souviens-toi, il nous aide et papa n'a pas besoin de tout savoir. Pourquoi pas? Parce que certaines choses ne sont qu'entre nous et si tu parlais à papa de mon ami, ça le blesserait beaucoup. Tu ne veux pas blesser papa, n'est-ce pas? Non, tu es tombé malade seulement parce que tu n'écoutais pas. Alors écoute maintenant. Le sang de John se glaça. Elle accusait Cass de son propre empoisonnement, lui faisant croire que c'était sa faute de ne pas avoir gardé le secret. J'écoutais, maman. Je n'ai rien dit. Je sais, ma chérie, et c'est pour ça que tu vas aller mieux, mais si jamais tu oublies et que tu racontes son secret à papa, quelque chose de bien pire pourrait arriver, pire que de tomber malade, bien pire. Alors on va garder notre secret pour toujours, n'est-ce pas? Oui, maman, bien, maintenant va dormir. John a enregistré le fichier à plusieurs endroits et a fait des copies de sauvegarde. Puis il a appelé l'inspecteur Turman, j'ai besoin que tu enquêtes sur quelque chose. John l'a dit à sa cousine Bina quand elle est passée à la maison le lendemain. En tant qu'administratrice scolaire, elle comprenait la bureaucratie et la paperasse mieux que la plupart des gens. Quel genre de choses? Demanda Bina en s'installant sur le canapé avec son café. Assurance, assurance vie, police, sur qui? John jeta un coup d'œil vers la cuisine où Mina nettoyait la vaisselle du déjeuner sur Cass. L'expression de Bréa devint sérieuse. John, que se passe-t-il? Il lui a donné la version courte, l'empoisonnement, la liaison, ses soupçons. Bréa écoutait sans interruption, son visage devenant plus troublé à chaque détail. Tu penses qu'elle a souscrit une police d'assurance pour Cass sans te le dire? Je pense qu'elle planifie cela depuis plus longtemps que je ne le pensais. Cela nécessiterait ta signature en tant qu'autre parent. À moins qu'elle ne l'ait falsifié, Bina est restée silencieuse un instant. Je pourrais peut-être aider. J'ai des contacts chez certaines des principales compagnies d'assurance par le biais du programme d'avantages sociaux du district scolaire. Peux-tu vérifier sans éveiller les soupçons? Je serai discret. 2 jours plus tard, Bina a appelé pour répondre. Tu avais raison. Elle a dit, Mutual of Carolina a émis une police d'assurance vie temporaire pour Cass 3 semaines avant son anniversaire, $500 000. La main de John s'est resserrée au téléphone. Qui est le bénéficiaire? Mina et John. La signature sur la demande n'est pas la vôtre. Comment le sais-tu? Je l'ai comparé à ta signature sur les formulaires scolaires de Cass. C'est proche mais pas exact. Les majuscules sont incorrectes. Peux-tu me donner des copies déjà faites? Je les apporte ce soir. Quand Bina est arrivée ce soir-là, elle a remis à John une enveloppe manille. À l'intérieur se trouvaient des photocopies de la demande d'assurance, avec de fausses signatures et des informations médicales. Il y a autre chose, a dit Bina. La demande indique que Cass n'a aucun antécédent médical, mais elle a été classée. Le même jour, Mina l'a emmenée chez le pédiatre pour ce qu'elle appelait une analyse de sang de routine.
Elle établissait une base de référence, s'assurant qu'il était en bonne santé avant de l'empoisonner. John a étudié la fausse signature. C'était suffisant pour tromper un employé d'assurance occupé, mais pas assez pour résister à un examen minutieux. Bina, j'ai besoin que tu gardes des copies de tout. Range-les dans un endroit sûr, loin de chez toi. Tu crois vraiment qu'elle le ferait? Je pense qu'elle a déjà essayé de tuer mon fils une fois et avec autant d'argent en jeu, je ne pense pas qu'elle ait fini. Le lendemain matin, John a apporté les documents d'assurance à l'inspecteur Turman. L'inspecteur les a examinés attentivement, comparant les signatures à la vraie signature de J, figurant sur son permis de conduire. C'est une fraude, a déclaré Turman, une fraude fédérale, car elle dépasse les frontières des États. Est-ce suffisant pour l'arrêter? Avec tout le reste, cela constitue un dossier. Mais je veux voir ce qui se passe avec l'enregistrement dont vous avez parlé. J'y travaille. John y réfléchit depuis des jours. Mina était prudente avec lui maintenant, méfiante à ses questions, mais elle commençait aussi à désespérer. Il le voyait à sa façon de le regarder, à sa façon de sursauter quand le téléphone a sonné. Je vais lui donner l'occasion de paniquer. John a attendu vendredi après-midi pour mettre son plan à exécution. Cass était à l'école, Mina a son cours de yoga et il avait 2 heures pour se préparer. Il a chargé du matériel de camping dans son camion, tente, sac de couchage, réchaud Coleman, tout le nécessaire pour un week-end père-fils à la montagne. Puis il est allé chez Rowan et a laissé le matériel dans le garage de son ami. Quand Mina est rentrée, John était assis à la table de la cuisine, des cartes étalées. « C'est quoi tout ça ?» a-t-elle demandé, préparant un voyage de camping. Cass et moi allons à Blue Ridge demain matin. Il a besoin d'air frais après avoir été enfermé depuis l'hôpital. Le visage de Mina pâlit. Camper, est-ce sans danger? Il vient de sortir de l'hôpital. Le médecin l'a autorisé à reprendre ses activités normales. De plus, ce serait bien pour nous deux de partir quelques jours. Quelques jours, 3 ou 4. Il y a un super camping près de Grand Father Mountain. On fera de la randonnée, et peut-être essayera la pêche. Jean regarda sa femme assimiler cette information. Emmener Cass, c'était le soustraire à son influence. Cela signifiait mettre de la distance entre elle et le seul témoin de ses crimes. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Elle dit, et s'il a une autre crise? Tu aurais besoin de plusieurs heures pour les soins médicaux. Rowan vient avec nous. S'il arrive quelque chose, on l'emmènera à l'hôpital. C'était un mensonge, mais Mina l'ignorait. Je devrais peut-être venir aussi. C'est un voyage entre hommes. De plus, tu pourrais profiter d'un moment de calme pour toi. Ce soir-là, j'y fis semblant. Emballage. Il a chargé son camion de matériel de camping visible, s'assurant que Mina puisse tout voir depuis la fenêtre de la cuisine. Samedi matin, il a réveillé Casto, prêt pour notre compagnon d'aventure. Cass était excité. Il avait hâte de camper depuis que John en avait parlé. Ils ont pris le petit déjeuner ensemble tandis que Mina est restée au lit, prétextant un mal de tête. Dis au revoir à maman, a dit John en chargeant le reste de leur matériel. Cass a couru à l'étage et est revenu quelques minutes plus tard. Elle a dit de faire attention et de l'appeler ce soir. On le fera. Jean a roulé vers les montagnes, empruntant l'itinéraire que Mina attendait, mais au bout de 20 minutes, il a fait demi-tour par des chemins secondaires jusqu'à la maison de Rowan. Son ami l'attendait dans le garage. « Tu es sûr de ça ?» demanda Rowan. Elle va paniquer en réalisant que nous sommes vraiment partis, et quand les gens paniquent, ils font des erreurs. Où seras-tu vraiment ici? Ta chambre d'amis a une vue dégagée sur notre maison. Je veux voir qui se présente. John avait emprunté des jumelles puissantes à un autre professeur qui aimait observer les oiseaux. De la fenêtre de Rowan à l'étage, il avait une vue parfaite sur son allée et sa porte d'entrée. Il n'y eut pas à attendre longtemps. À 15 heures, un pick-up noir s'arrêta dans l'allée de J. Un homme grand aux cheveux noirs en sortit et se dirigea vers la porte d'entrée sans frapper. Mina le laissa entrer immédiatement. Elise Brantley, les photos du téléphone de Mina ne rendaient pas justice à sa taille. L'homme était bâti comme un soldat, avec des mouvements contrôlés qui suggéraient un entraînement à la violence. C'est lui. John dit à Rowan que c'est le type avec qui elle couche. De quoi pensez-vous qu'il parle? John ajusta les jumelles, souhaitant pouvoir voir à travers les murs. Voyons voir. L'inspecteur Turman avait placé un système de surveillance banalisé de l'autre côté de la rue,
caché derrière un camion de déménagement appartenant à des voisins qui déménageaient réellement. John s'était coordonné avec lui ce matin-là, le prévenant du faux séjour en camping. Coucher de soleil. Ellis sortit seule. Au lieu de partir, il fit le tour de la maison en vérifiant les fenêtres et portes. Il passa plusieurs minutes à examiner les serrures du garage et de la porte arrière. Il inspectait les lieux. Rowan observait. Ils obtinrent la réponse lorsqu'Ellis retourna à son camion et en sortit un grand sac de sport. Le contenu était suffisamment lourd pour être porté à deux mains. Le téléphone de John vibra, accompagné d'un SMS de l'inspecteur Thurman. Enregistrement audio actif, ne bougez pas. 1 heure plus tard, Ellis réapparut. Cette fois, il portait un objet différent, une petite glacière. Il monta dans son camion et s'éloigna. Point. Le téléphone de John sonna. Thurman, on a compris. L'inspecteur dit, un enregistrement clair les montre en train de discuter de plans pour vous tuer et faire passer cela pour un accident de camping. Elle est également enregistrée, avouant avoir empoisonné votre fils. Les genoux de John s'affaiblirent, même s'il s'en doutait. Entendre la confirmation lui parut surréaliste. Qu'ont-ils dit exactement? Ils prévoyaient de vous suivre jusqu'au camping ce soir, de faire croire que vous étiez tombé d'une falaise lors d'une randonnée, sans vous et avec un cache traumatisé. Elle obtiendrait la garde exclusive et l'argent de l'assurance de son père. La mort éventuelle est casse. Ils ont discuté d'attendre quelques mois, puis de faire passer sa mort pour un suicide. Apparemment, les enfants qui perdent leurs parents dans des accidents. Parfois, la voix de Thurman s'éteignait. Parfois, quoi? Parfois, se faire du mal par chagrin. Du moins, c'est ce qu'il comptait prétendre. John ferma les yeux. Sa femme et son petit ami projetaient de les assassiner, lui et son fils, pour l'argent de l'assurance. Quand emménagez-vous maintenant? On a de quoi lancer des mandats d'arrêt. Ça se termine ce soir. John est rentré à minuit, faisant suffisamment de bruit avec son camion pour alerter les voisins. Il voulait des témoins pour confirmer qu'il était bien rentré de son séjour en camping. La maison était sombre, à l'exception d'une lumière dans la chambre. John s'est garé dans l'allée et s'est dirigé vers la porte d'entrée. Sachant que l'équipe de l'inspecteur Thurman était postée autour de la propriété, il a ouvert la porte avec sa clé et a crié « Mina, on rentre tôt ». Cass a oublié le silence de son inhalateur. Puis des pas à l'étage. Mina est apparue en haut des escaliers, vêtue d'un peignoir, les cheveux impeccables. Malgré l'heure tardive. Tu es déjà de retour. Tout va bien? Cass a commencé à siffler après le dîner. Il ne voulait pas prendre de risques sans son inhalateur. John a gardé une voix normale, décontractée. Derrière lui, Cass jouait parfaitement son rôle, toussant de temps en temps et restant près de son père. Où est son inhalateur? Demanda Mina en descendant l'armoire à pharmacie de notre salle de bain. Alors que Mina se tournait vers le couloir, l'inspecteur Thurman franchit la porte d'entrée. Mina Holt, vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre sur mineur. Tout s'est passé très vite. Après cela, 2 autres agents sont entrés par la porte arrière. Le visage de Mina a affiché une série d'expressions, confusion, peur, puis froide réflexion. Je veux un avocat, dit-elle. C'est votre droit, répondit Thurman en lui montrant les menottes. Vous êtes également en état d'arrestation pour complot en vue de commettre un meurtre, fraude à l'assurance et mise en danger d'enfants. Tandis qu'il conduisait Mina à la voiture de police, elle se tourna vers John. Son expression ne trahissait aucun remords, seulement la fureur d'avoir été arrêtée. Ce n'est pas fini, dit-elle. John put son bras autour de Cass qui regardait sa mère se faire arrêter avec de grands yeux effrayés. Oui, c'est vrai, répondit John en pointant du doigt. 30 minutes plus tard, une autre voiture de police arriva. Ellis Brantley était à l'arrière, les mains menottées dans le dos. Il fixait droit devant lui tandis qu'il passait, refusant de regarder la maison. L'inspecteur Thurman revint informer John de la situation. Brantley fut ensuite interpellé à son établissement. Nous avons trouvé des digitales dans une serre derrière son bâtiment principal, ainsi que du matériel pour transformer les matières végétales en poudre. Et les armes? C'est là que ça devient intéressant. Son permis fédéral d'armes à feu a expiré il y a 6 mois, mais il continue d'acquérir du matériel tactique. Des accusations fédérales s'ajoutent à la conspiration. Combien de temps avant le procès? Cela pourrait prendre 1 an ou plus, mais ils seront tous 2 détenus sans caution.
Les preuves sont accablantes. John hocha la tête. Un an semblait une éternité, mais au moins Cass serait en sécurité. Monsieur Hull, sachez que les services de protection de l'enfance devront interroger Cass, procédure standard dans les affaires impliquant des atteintes à la vie privée. Mineur. Devra-t-il témoigner? Probablement pas. Les enregistrements et les preuves matérielles sont suffisamment solides pour ne pas lui infliger ce traumatisme. Après le départ de la police, John s'est assis avec Cass dans le salon. Le garçon était épuisé, mais il a fini par s'endormir. Maman va-t-elle revenir? A demandé Cass. John a soigneusement choisi ses mots. Pas avant longtemps, peut-être jamais, car elle a essayé de me faire du mal. Oui. Cass est restée silencieuse pendant plusieurs minutes, réfléchissant. Je savais que quelque chose n'allait pas. Eh bien, j'ai vomi à ma fête. Je voyais bien qu'elle n'était pas vraiment inquiète. Comment savoir si elle n'avait pas pleuré? Quand je suis tombé de vélo l'année dernière et que je me suis cassé le bras, elle a pleuré, mais quand j'étais vraiment malade, elle avait juste l'air furieuse. John a serré son fils contre lui. Je suis désolé que tu aies dû traverser ça. Es-tu triste pour maman? John a réfléchi à la question. Était-il triste ou simplement soulagé que le cauchemar soit terminé? Je suis triste que tu aies fait des choix qui ont blessé notre famille, mais je ne suis pas triste que tu sois en sécurité maintenant moi aussi. Le procès a commencé 11 mois plus tard. John avait profité de ce temps pour établir une nouvelle routine avec Cass, qui consultait un psychologue pour enfants et se portait beaucoup mieux. Le garçon dormait toujours avec son ours en peluche réparé, mais les cauchemars avaient presque cessé. Bina avait aidé John à s'y retrouver dans le système judiciaire, en tant que plus proche parent. Elle avait été nommée tutrice ad litem de Cass, garantissant la protection de ses intérêts. Tout au long de la procédure, John était assis à la galerie pendant que le procureur présentait le dossier de l'accusation. Les preuves étaient présentées méthodiquement, construisant l'histoire pièce par pièce, les rapports de toxicologie, la substance végétale trouvée dans l'estomac de Cass, les faux documents d'assurance, les conversations enregistrées préparant un meurtre. Lorsqu'ils ont diffusé l'enregistrement de Mina menaçant Cass, plusieurs jurés ont visiblement réagi. L'enregistrement était d'une clarté cristalline. On ne tombe malade que parce qu'on n'écoute pas. Alors, écoutez maintenant. L'avocat de Mina a tenté d'argumenter qu'elle avait été contrainte par Ellis, qu'elle était victime d'une relation abusive, mais la chronologie ne corroborait pas cette théorie. La police d'assurance avait été souscrite avant même qu'Ellis n'apparaisse dans le procès. Courriel. L'avocat d'Ellis a adopté une approche différente, affirmant que son client avait été manipulé par une femme désespérée, mais le matériel de traitement des données retrouvé dans son établissement contredisait ce récit. Le 4e jour du procès, l'accusation a cité l'inspecteur Turman à témoigner au sujet de l'opération de surveillance dont les accusés avaient parlé, consistant à suivre le père de la victime jusqu'à un camping et à le pousser du haut d'une falaise. Turman a témoigné qu'ils avaient prévu de faire croire à un accident. Quel était le mobile? Le père étant mort, Madame Holt obtiendrait la garde de l'enfant et l'accès à une importante police d'assurance vie qu'elle avait obtenue frauduleusement. Et quel était leur projet pour l'enfant? Après une période de deuil appropriée, ils prévoyaient également de le tuer, faisant croire qu'il s'était suicidé par chagrin après la perte de son père. La salle d'audience était silencieuse pendant que Turman décrivait en détail la conversation enregistrée. John n'a jamais témoigné. Le procureur avait décidé que son témoignage n'était pas nécessaire compte tenu de la solidité des preuves matérielles et audio. Cass n'a jamais eu à témoigner non plus. Ses déclarations enregistrées au psychologue pour enfants ont été admises comme preuve, mais il a épargné le traumatisme d'affronter sa mère au tribunal. Le jury a délibéré pendant 6 heures. Coupable de tous les chefs d'accusation pour les 2 accusés de la condamnation T. L'avocat de Mina a plaidé la clémence. Votre honneur, ma cliente est une mère qui a pris de terribles décisions sous un stress émotionnel extrême. Elle a déjà perdu sa famille et sa liberté. La clémence servirait mieux la justice que la peine maximale. La juge, une femme d'âge mûr avec 30 ans d'expérience, est restée impassible. Madame Holt, vous avez empoisonné votre propre enfant pour protéger une liaison extra-conjugale. Vous avez falsifié des documents juridiques à des fins lucratives. Vous envisagez d'assassiner votre mari et, à terme, votre fils pour l'argent de l'assurance. Il ne s'agit pas de crime passionnel ni de manque de jugement. Ce sont des actes maléfiques calculés. Elle a condamné Mina à 11 ans de prison d'État sans possibilité de libération anticipée.
Ellis a été condamné à 14 ans de prison fédérale pour les accusations d'armes, en plus d'une peine d'État. Et Sabeth ne m'a pas guidé. Elle se tourna vers John une dernière fois. Il la regarda sans sourciller, son expression ne laissant transparaître que de la froideur. Satisfaction. Elle avait tenté de détruire sa famille. Elle allait maintenant passer la prochaine décennie derrière les barreaux pendant qu'ils reconstruisaient leur vie sans elle. John obtint la garde exclusive de Cass sans opposition. Les droits parentaux de Mina furent révoqués dans le cadre de son accord de plaidoyer, garantissant qu'elle ne pourrait jamais chercher à contacter leur fils. La compagnie d'assurance annula la police frauduleuse et lança sa propre enquête sur les activités de Mina. Ils découvrirent qu'elle avait tenté des stratagèmes similaires avec d'anciens petits amis, mais qu'aucun n'avait abouti à un préjudice réel. Le centre d'entraînement tactique d'Ellis fut fermé par les autorités fédérales. L'enquête révéla qu'il vendait des armes à des acheteurs non agréés et entretenait des liens avec plusieurs groupes extrémistes. John reçut des lettres de Mina pendant son premier mois de prison. Il les retourna sans les ouvrir, comme il se l'était promis. Certaines trahisons étaient impardonnables, et tenter de tuer leur enfant en faisait partie. Cass ne posa qu'une seule question à propos des lettres. « Veux-tu lire ce que maman a écrit ?» demanda-t-il un matin au petit déjeuner. « Non, » répondit John. « Veux-tu » Cass y réfléchit alors sérieusement. Il secoua la tête. « Je ne pense pas qu'elle dirait quelque chose de bien. » Probablement pas. 6 mois après le procès, John recommença à fréquenter quelqu'un. Chloé Martinez était bibliothécaire à l'école où il enseignait. Elle était patiente avec Cass, lui apportant du matériel artistique lors de ses visites et ne cherchant jamais plus que de l'amitié. « Elle est gentille », dit Cass à John un soir après que Chloé lui aidait pour un projet scolaire. « Et elle n'a pas de secret ? Comment savoir si elle nous regarde tous les deux quand elle parle ? » Maman détournait le regard lorsqu'elle gardait des secrets. John réalisa que son fils avait appris à déchiffrer les gens comme la plupart des enfants n'ont jamais eu à le faire. C'était une technique de survie qui le rendait fier et triste à la fois. 1 an après la condamnation de Mina, John et Cass commencèrent à construire une cabane dans les bois derrière leur maison. Rowan participa à la construction et apprit à Cass à utiliser des outils électriques en toute sécurité. « Comment l'appeler ?» demanda John. Pendant qu'ils installaient le plancher et les solives, Cass réfléchit attentivement. « Pour la vérité, dit-il. Parce que nous ne disons que la vérité. Ici. C'est la vérité. » Ils ont travaillé sur le fort tous les week-ends pendant 2 mois. John a appris à Cass à mesurer 2 fois et à couper 1 fois, l'importance de fondations solides, et à quel point un travail bien fait exige de la patience et du souci du détail. Chloé venait lui rendre visite, apportant souvent des sandwichs et des jus de fruits. Elle et John s'asseyaient par terre et regardaient Cass tester l'échelle de corde ou ajuster le système de poulie pour transporter les fournitures. « Il est résilient », a-t-elle observé un après-midi alors que Cass montrait à Rowan comment accrocher une balançoire. Il devait l'être. Mais ce n'est pas juste. Les enfants de 7 ans ne devraient pas avoir besoin d'être résilients. John était d'accord, mais il était fier de la force de son fils. Cass avait survécu à quelque chose qui aurait brisé bien des adultes, et il s'épanouissait. Et le jour où ils ont terminé le fort, Cass a insisté pour installer une serrure sur la porte. « Pourquoi avons-nous besoin d'une serrure ?» a demandé John. « Pour que personne ne puisse jamais entrer. » Cass a expliqué comment tester le mécanisme. « C'est notre refuge. » John a regardé son fils sécuriser leur sanctuaire et a senti une tension se resserrer dans sa poitrine, tendue depuis plus de 1 an. « Exactement comme ça devrait être, » dit-il. Ils grimpèrent dans un fort La Vérité, ensemble et regardèrent par les fenêtres que Cass avait aidé à percer. La vue s'étendait sur leurs propriétés et sur les montagnes au-delà, où la brume matinale s'accrochait au sommet. « Papa, » dit Cass. « Est-ce que tout ira bien maintenant ?» John passa son bras autour de son fils et le serra contre lui. « On ira mieux que bien. »